N'avez-vous jamais trouvé étrange que les personnes les plus fiables, celles qui disent oui quand tout le monde recule, finissent souvent à la même place, pendant que d'autres grimpent 2 à 2 les marches? La scène est familière. Arrivée tôt, départ tardif, dossier impeccable, loyauté sans faille. Et pourtant, l'ascenseur social semble réservé à ceux qui savent se montrer, se relier, se positionner. Ce constat n'est pas un accident. C'est un miroir tendu à une croyance que l'on a reçue très tôt. L'effort suffirait. Cette croyance a un parfum de justice. Elle rassure. Travaillez, la vie vous rendra. Mais que révèle-t-on si l'on observe sans cligner des yeux? Les métiers qui usent le dos, la voix, les nerfs, sont-ils ceux que la société paie, protège et écoute le plus? Le monde contemporain a un langage préféré, le langage du pouvoir. Et le pouvoir, qu'on le veuille ou non, ne parle pas la grammaire de la sueur. Il parle la grammaire du contrôle. Voilà le nœud. La valeur honorée n'est pas toujours celle que l'on produit, c'est souvent celle que l'on maîtrise. Une unité de temps donné peut se convertir en richesse, en influence, en liberté, à condition de tenir les leviers de l'échelle. L'erreur répandue consiste à confondre souffrance et mérite, endurance et stratégie. L'endurance est admirable. La stratégie est décisive. Le soupçon que quelque chose cloche ne date pas d'hier. Les philosophes ont depuis longtemps démonté l'illusion d'une morale de soumission qui se déguise en vertu. Ce diagnostic, Machiavel l'aurait formulé autrement. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, plus par l'apparence des résultats que par l'effort invisible. Il aurait rappelé que l'art du pouvoir n'est pas l'art de peiner, mais l'art d'organiser, de prévoir, de s'entourer et de présenter. Dans sa perspective, la question n'est pas de savoir si le monde devrait être juste, mais de savoir comment il fonctionne effectivement, afin d'y agir avec discernement. Ce réalisme heurte, car il fait tomber un mythe protecteur. Pourtant, rester prisonnier d'un mythe ne rend service à personne. Nietzsche, de son côté, a dévoilé une architecture morale, où l'obéissance se grime en sainteté. Il a distingué 2 logiques, une morale qui célèbre l'audace, la création, la capacité d'affirmer une direction, et une morale qui sanctifie l'humilité, la docilité, la souffrance silencieuse. Quand la seconde domine, elle permet de donner sens à la douleur, mais elle peut aussi figer des millions de vies dans l'attente d'une récompense différée. Pourquoi cette attente colle-t-elle si fort à la peau? Parce qu'elle apaise. Dans l'enfance, les contes murmurent que le bien triomphe et que tout effort est rendu. Cette musique berce, console, aide à tenir. Les psychologues appellent cela l'illusion d'un monde juste. Elle n'est pas entièrement fausse. Sans doute le sérieux finit-il par payer quelquefois. Mais en faire une loi, c'est confondre récit et réalité. Et pendant que s'additionnent les heures supplémentaires, d'autres apprennent les raccourcis licites, lire une salle, créer une alliance, encadrer un récit, négocier la règle plutôt que s'y consumer. Machiavel aurait ajouté une vérité simple et dérangeante. La vertu publique, telle qu'on l'affiche, ne suffit pas à conserver l'État, ou pour chacun, à conserver sa position. Ce qu'il nommait la vertu n'est pas la moralité docile. C'est l'énergie lucide qui prend la mesure des forces à l'œuvre et ose des actes proportionnés. Cette vertu n'est pas cynique, elle est adulte. Elle accepte que la fortune, capricieuse, favorise l'audace préparée. Elle sait qu'il vaut mieux être à la fois renard et lion. Renard pour déjouer les pièges, lion pour faire reculer les loups. Traduite à l'échelle d'une vie ordinaire, cette maxime indique moins de se durcir que de se composer. Il faut des dents pour défendre ce qui compte, et des antennes pour comprendre ce qui se trame. Vient alors une question brûlante. Comment tenir ensemble éthique et lucidité? Il ne s'agit pas d'opposer bonté et stratégie. La bonté sans clairvoyance devient une ressource qu'on exploite. La stratégie sans bonté devient une arme qui blesse. La solution tient dans une posture, la gentillesse stratégique. Elle regarde les situations sans naïveté, choisit ses oui et ses non, aide quand cela répond à une vision plus grande que le confort de plaire. Elle sait que poser une limite n'est pas un manque d'amour du prochain, mais un acte de respect pour la mission que l'on porte. La gentillesse stratégique observe d'abord le terrain.
Où va l'énergie chaque semaine? Sert-elle à bâtir un capital durable? Compétences rares? Réseau de confiance? Actifs possédés? Ou bien alimente-t-elle surtout l'agenda d'autrui? Machiavel aurait conseillé de vérifier, avant toute bataille, si la place est tenable et si les alliés sont solides. À l'échelle d'un travail, cela signifie évaluer la structure des incitations, ce que l'organisation récompense, ce qu'elle néglige, ce qui compte pour les décideurs. Non pas pour flatter, mais pour comprendre. Comprendre permet d'orienter l'effort vers des leviers et non des murs. Ensuite vient la souveraineté personnelle. Elle ne se confond pas avec l'isolement. Elle commence par la reprise de 3 pouvoirs souvent cédés, sans s'en rendre compte. Le pouvoir de nommer sa valeur, le pouvoir de choisir ses engagements, le pouvoir de raconter son œuvre. Nommer sa valeur, c'est articuler ce que l'on produit en termes d'impact, pas seulement d'heures. Choisir ses engagements, c'est se demander si chaque tâche renforce une trajectoire ou crée une dépendance. Raconter son œuvre, c'est rendre visible ce qui est utile, non en bruyant tambour, mais en cadrant le message. Voilà le problème, voilà l'action, voilà l'effet mesurable. 3 leviers. Alors, transforme la donne. Le premier, le capital. Il ne s'agit pas exclusivement d'argent. Le capital prend la forme de temps protégé, de savoir différenciant, d'outils qui travaillent pendant le sommeil, de part dans ce que l'on bâtit. Toute heure qui devient un actif, un produit, une méthode, une propriété intellectuelle, cesse d'être une goutte isolée et rejoint une rivière qui s'élargit. Le deuxième levier, le réseau. Non la collection de cartes de visite, mais le tissu de réciprocité où l'on sait aider et être aidé. Un réseau de haute qualité est un multiplicateur de décisions justes. Il corrige les angles morts. Le troisième levier, le récit. Dans un monde saturé, le sens est un différenciateur. Il faut apprendre à dire ce que l'on fait d'une manière qui fasse comprendre immédiatement à qui cela sert, comment et pourquoi maintenant. Ce triptyque ne demande pas de trahir ses principes, il demande de les amplifier. La gentillesse stratégique dit « aucune valeur n'est reniée, mais chaque valeur trouve une forme efficace ». La loyauté ne consiste plus à se taire, elle consiste à servir la mission, parfois en parlant, parfois en partant. Le courage ne consiste plus à absorber l'injustice. Il consiste à refuser le rôle de figurant quand la scène exige un co-auteur. La dignité ne consiste pas à s'épuiser, mais à bâtir une position où l'on peut dire oui par choix et non par crainte. Certains objectent, tout cela n'est-il pas une pente glissante vers la dureté? C'est ignorer la différence entre domination et direction. La domination écrase pour exister, la direction aligne des forces pour produire du bien mesurable. Machiavel a toujours pensé que le but d'un dirigeant n'est pas de paraître vertueux, mais de maintenir et d'accroître la capacité d'agir utilement. Transposé à une vie personnelle, ce principe dit « il faut assez de puissance pour protéger ce qui compte ». Sans puissance, même les meilleures intentions se brisent sur les récifs du réel. Comment avancer concrètement sans renoncer à l'âme? Commencez par cartographier ces jeux, ces jauges, ces jonctions. Les jeux, là où la compétition se joue vraiment, prix, qualité, vitesse, confiance. Les jauges, les indicateurs que les décideurs scrutent, risque réduit, revenus récurrents, réputation nette. Les jonctions, ces personnes et lieux où une décision bascule. Comité, client clé, cercle d'entraide. Quand ce triangle est clair, l'effort cesse d'être un brouillard et devient un faisceau. Chaque semaine, une action pour le capital, une pour le réseau, une pour le récit. Ce rythme bâtit plus sûrement qu'une course sans boussole. Il faut ensuite apprendre 2 arts jumeaux, l'art du non et l'art de la preuve. L'art du non protège la trajectoire. Dire non, c'est parfois dire oui à une construction plus grande. L'art de la preuve rend l'impact incontestable. Dossier, avant, après. Indicateur simple, témoignage précis. Là encore, Machiavel aurait recommandé de montrer des effets plutôt que des promesses. Rien ne consolide une position comme des résultats visibles, difficiles à contester même par des adversaires. Reste la question de la peur de déplaire, de perdre, de se tromper. Il serait vain de la nier, mais il est possible de la domestiquer en augmentant les options. Plus il existe d'options, moins une porte fermée possède la capacité d'étrangler.
Les options naissent d'actifs possédés, de compétences transposables, de relations diversifiées. Une personne riche en options négocie sans arrogance, travaille sans servilité et aide sans se sacrifier. C'est ainsi qu'une bonté durable devient possible. Elle ne se vide plus, elle irrigue. La critique du travail moral n'est pas une invitation à l'égoïsme. C'est un appel à sortir d'une cage dont la clé se trouve justement dans la main. Continuez à agir avec intégrité, oui, mais cessez d'attendre que l'intégrité soit, à elle seule, un plan. Une vie droite a besoin d'un levier droit. Ce levier se construit par des décisions régulières, parfois discrètes, souvent exigeantes, apprendre à négocier, documenter son œuvre, choisir des alliances où la réciprocité n'est pas un slogan, investir dans ce qui rend libre demain. Rien ici ne nie la solidarité. Au contraire, une personne plus souveraine aide mieux, car elle n'aide pas contre sa survie. Il est utile, enfin, de revisiter la manière dont le mérite est raconté. Beaucoup confondent modestie et invisibilité. La modestie est une hygiène de l'ego. L'invisibilité est une stratégie perdante. Rendre visible des contributions n'a rien d'indécent. C'est un service rendu à la clarté collective. Un hôpital qui célèbre ses équipes, qui désengorge une file, sauve des vies supplémentaires. Une entreprise qui fait connaître ceux qui créent des solutions élève ses standards. Une personne qui explique sobrement ce qu'elle a construit apprend aux autres comment construire à leur tour. Que se passerait-il si l'on cessait de chercher une bénédiction anonyme et que l'on commençait à exercer un mandat conscient? La question n'est pas de dominer quiconque, mais de ne plus déléguer la totalité de son destin aux humeurs d'un système. Machiavel aurait dit « La fortune aime ceux qui osent, dans les limites du possible ». Cela n'autorise pas toutes les ruses, cela encourage l'audace responsable. L'audace responsable choisit des terrains où sa victoire profite à plus que soi. Elle bâtit des structures qui nourrissent, qui forment, qui transmettent. Il est tentant de rêver d'un monde qui récompenserait spontanément la vertu et l'effort. Ce rêve mérite d'inspirer les lois, les institutions, les entreprises. Mais dans l'intervalle, il faut gouverner sa propre vie avec le sérieux d'un État. Bâtir des marges, prévoir des tempêtes, sécuriser des ressources, cultiver des alliances. Non pour se blinder contre autrui, mais pour devenir une personne qui peut tenir parole dans la durée. Le pouvoir, dans ce sens, n'est pas un trophée, c'est une responsabilité, celle d'être en position de créer du bon durablement. Une règle simple peut servir de boussole. À chaque décision, demandez si elle augmente ou diminue la capacité d'agir demain. Si elle l'augmente, elle est probablement juste, même si elle coûte du courage aujourd'hui. Si elle la diminue, elle est probablement confortable mais chère à terme. Les décisions qui élargissent l'avenir sont rarement applaudies tout de suite. Elles exigent une dose de solitude, parfois d'incompréhension. Mais elles payent en liberté et en paix de l'âme. Ces devises qu'aucune fiche de paix ne résume. Le monde n'est pas condamné à rester une arène cynique. Il devient ce que des personnes lucides et droites décident d'y construire, ensemble, avec patience. Loin d'opposer morale et puissance, l'époque réclame de les marier. La puissance sans morale détruit. La morale sans puissance s'épuise. Le mariage des deux élèves. Il y a là une tâche à la fois modeste et immense. Commencer par gouverner sa journée, puis sa semaine, puis son œuvre. Ne plus offrir son énergie à des mécanismes qui ne rendent rien, mais la confier à des systèmes, même petits, qui multiplient le bien. Machiavel aurait souri à cette conclusion. Ce n'est pas la plainte qui change le cours des choses, c'est l'art de disposer les pièces. Disposer les pièces, aujourd'hui, signifie choisir ce que l'on construit, avec qui et pourquoi. Cela demande de regarder le réel sans se cabrer, d'oser des oui qui engagent et des non qui affirment. Il n'y a là ni renoncement ni dureté, seulement la volonté de devenir utile à grande échelle. Et l'utilité, quand elle s'adosse à une puissance saine, finit toujours par paraître évidente, même à ceux qui ne l'avaient pas vu venir. Si l'effort ne paie pas toujours, la clarté paie souvent. La clarté sur ce que l'on veut protéger. La clarté sur ce que l'on accepte de donner. La clarté sur ce que l'on refuse désormais. C'est de cette clarté que naît une trajectoire qui cesse de dépendre du hasard des regards. Alors, oui,
travailler dur reste honorable. Mais travailler dur avec des leviers, des alliés et un récit transforme une existence. Ce n'est plus la course sans fin d'un rouage, c'est l'ouvrage d'un architecte. Au fond, il ne s'agit pas de mériter plus, il s'agit de peser mieux. Peser mieux, c'est aligner principe et puissance, cœur et courage, patience et précision. C'est parler le langage du pouvoir pour défendre ce qui mérite de durer. C'est accepter que la bonté, pour survivre, doit apprendre à se tenir droite. Et lorsqu'une bonté se tient droite, elle peut, vraiment, soulever quelque chose de plus grand que soi. Et si ces enseignements de Machiavel vous inspirent, je vous invite à poursuivre ce voyage à travers d'autres stratégies, d'autres clés du pouvoir. Je vous recommande cette playlist. Elle rassemble les vidéos qui prolongent ces idées, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et affûter leur regard sur le monde.